Alors écoutez, je vais donc pendant 20 minutes aborder la question qu'il m'a été demandé de traiter. Daniel Boittier me disait dans un mail, ça nous intéresserait que vous puissiez parler de la tentation ou de l'inclination sécuritaire ou identitaire de la laïcité française. C'est ce dont je vais essayer de vous parler maintenant dans les 20 minutes qui donc me sont imparties. Alors, il faut de ce point de vue probablement ouvrir notre réflexion à partir d'un ouvrage fameux paru en 2008 qui s'appelle « L'âge séculier », qui est un ouvrage de Charles Taylor, philosophe, sociologue canadien. Et Charles Taylor nous dit la modernité se caractérise essentiellement par une modification des conditions de la croyance. La formule est un peu complexe, elle traduit une réalité toute simple. Nous vivions jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle dans un monde marqué par l'unité de foi. La devise des rois de France en était d'ailleurs significative, une roi, une foi, une loi. Unité de foi qui était portée par une conception spécifique de l'être humain. L'être humain se définissait comme une créature en situation de dépendance vis-à-vis de son créateur, vis-à-vis de Dieu, et pour cela lié à une série de devoirs sur lesquels il devait appuyer sa propre existence. Il se trouve, nous dit Taylor, qu'à partir des XVIIe, XVIIIe siècles, un autre modèle advient. Et ce modèle, c'est celui du pluralisme, qui reconnaît la pluralité de nos choix comme étant légitimes. Tout cela n'est pas sans rapport avec la définition de l'être humain. L'être humain était hier une créature, le voici qui devient son propre créateur, comme le disait Shakespeare, l'auteur de ses propres jours, sans histoire ni parents. Sans histoire ni parents, c'est-à-dire capable d'inventer son propre chemin d'existence et par là de choisir, dans la différence avec autrui, sa propre façon d'envisager son rapport à la transcendance. Nous entrons donc dans un monde que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 va venir valider, suivant laquelle chacun, en somme, peut choisir ses propres options religieuses. Chacun peut choisir ses propres options religieuses, être croyant pour les uns, et à l'intérieur de cette croyance, faire prévaloir sa judéité, sa catholicité, son protestantisme, ou ne pas être croyant et affirmer un agnosticisme susceptible d'être indifférent ou un athéisme susceptible, lui, d'être militant. Bref, notre scène politico-religieuse se diversifie avec une multiplicité désormais d'affirmations convictionnelles ou d'affirmations confessionnelles. Alors évidemment, une question se pose. Dans ce nouveau monde, marqué par l'émergence, la cristallisation du pluralisme, comment faire vivre ensemble des êtres tout à la fois égaux et différents, dont les uns sont croyants et dont les autres s'affirment dans l'existence à partir de leur incroyance. Comment articuler la vie de celui qui croit au ciel et la vie de celui qui n'y croit pas? La réponse est une réponse que tous les pays occidentaux vont partager. La réponse se trouve dans la solution laïque. Cette solution laïque qui place au cœur même de ses propres déterminations la liberté de conscience, elle-même, sous-tendue par un État qui, alors qu'hier encore il était au service de la vérité divine, s'affirme désormais dans sa neutralité religieuse, philosophique, axiologique. Voilà un certain nombre de points qui peut-être peuvent nous servir à fonder la discussion qui va être la nôtre maintenant. À partir des XVIIe, XVIIIe siècles, avec un point d'aboutissement pour ce qui concerne la France dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
À partir donc de ce moment-là, nos sociétés s'ouvrent à la possibilité du pluralisme, prolongée par la possibilité de la laïcité juridique. Alors, nos sociétés s'ouvrent à ce nouveau modèle, mais toutes les sociétés nationales ne vont pas adopter la même voie. Du côté des pays du nord de l'Europe, on va privilégier souvent un régime de laïcité coopérative, avec cette idée que bien sûr il faut défendre la liberté de conscience, bien sûr il faut affirmer la neutralité religieuse de l'État, mais qu'il faut maintenir cependant, nous sommes dans le nord de l'Europe, qu'il faut maintenir cependant un lien substantiel entre l'Église dominante, il s'agit souvent du luthéranisme, et l'État. Et puis il y a l'autre modèle qui a tenté de s'implanter en Italie, en Espagne, au Portugal, et qui s'est implanté durablement en France, avec cette loi dont nous célébrons aujourd'hui les 120 ans, la loi de séparation des Églises et de l'État, promulguée le 9 décembre 1905. Alors cette loi de 1905, elle a donné lieu à de très nombreuses exégètes. Aujourd'hui, ce qui ressort des travaux historiques, et probablement Jean Bobéro vous en parlera-t-il demain, mais je ne suis pas sûr qu'il vienne demain. Je pense qu'il a annulé. Très bien. Donc, si Jean Bobéro avait été là, il vous aurait dit ce qui apparaît très clairement dans les débats de 1904-1905, c'est que cette loi, portée par Briand et Jaurès, est d'abord une loi de nature libérale. Une loi qui, sans doute, entend séparer les églises et l'État, mais qui, parallèlement, dans cette séparation, permet aux organisations confessionnelles d'affirmer leur propre liberté d'organisation, leur propre liberté de communication, bref, d'avoir dans la société civile une véritable possibilité d'expansion. L'État est là, il fixe les règles de l'ordre public, mais sur cet ordre public, les convictions et les croyances peuvent trouver à s'exprimer librement, librement lorsqu'il s'agit des individus, librement aussi lorsqu'il s'agit des organisations convictionnelles, les libres penseurs par exemple, ou les organisations confessionnelles, les communautés de foi. Nous en sommes là donc en 1905-1906. Cette idée précisément que ce modèle est plus libéral qu'on ne le croit, et un certain nombre de catholiques, d'ailleurs, à cette époque, malgré les réticences, malgré les résistances du pape Pie X, considèrent qu'en effet, cette loi de 1905 va libérer l'Église des lourdes chaînes qui l'enserraient du temps du régime précédent, qui était le régime concordataire. La question que je voudrais vous poser, nous poser ici, est la suivante. 1905, laïcité libérale. Qu'en est-il en 2025 ? Sommes-nous encore dans le même type de système ? Est-ce que notre modèle a évolué ou est-ce qu'au contraire, il prolonge les intuitions portées par Briand et Jaurès en 1905 et puis dans les années qui ont suivi, avec des lois, celles de 1907, 1908, qui ont prolongé l'inspiration libérale de 1905. Alors la thèse que je voudrais essayer de défendre dans le cadre des maintenant 10 minutes qui me restent, un petit peu plus. La thèse que je voudrais essayer de défendre dans le cadre des minutes qui me restent est la thèse de la mutation, la thèse de la transformation. Vous dire qu'en somme, notre régime s'est infléchi. C'est infléchi dans un sens que j'appellerais volontiers un sens sécuritaire ou et identitaire. Que nous est-il arrivé ? Pourquoi sommes-nous passés d'une laïcité libérale à une laïcité identitaire sécuritaire ? On peut, me semble-t-il, essayer de comprendre cette mutation en l'inscrivant dans un processus comprenant 3 phases principales. Nous avons été confrontés d'abord à une transformation des paysages religieux. Nous avons été confrontés ensuite à une reconfiguration des débats philosophiques ou des débats politiques.
Et puis, il est advenu un troisième élément, tout cela aurait pu ne pas aboutir. Les normes juridiques elles-mêmes se sont trouvées, au cours de ces dernières années, profondément recomposées. Reconfiguration des paysages politiques, recomposition des débats politico-philosophiques, reconfiguration de surcroît de la normativité juridique, ce sont les trois points que je voudrais maintenant essayer de vous présenter. Alors commençons, si vous voulez, par la recomposition des paysages religieux. Il est probable que si nous avions été réunis dans cet amphithéâtre en 1970, ce n'est pas autour de la laïcité que nous nous serions réunis. Il fut toute une période dans notre histoire française, dans notre histoire nationale, où la laïcité, après avoir été la grande question du débat civique, où la laïcité, en somme, ne faisait plus controverse. On parlait alors volontiers d'une laïcité d'évidence. Une laïcité d'évidence parce que le camp laïque s'était trouvé dépossédé de son adversaire de toujours. Marcel Gauchet l'a noté à plusieurs reprises, pour que la laïcité devienne un objet de débat, il faut encore qu'elle puisse affronter un adversaire contre lequel elle se met en place. Or, comme peut-être vous le savez, dans les années 1960-1970, l'Église catholique, cette grande institution contre laquelle la laïcité de 1905 s'était construite, l'Église catholique, alors, n'est plus de même nature que ce qu'elle était un siècle plus tôt. Que lui est-il arrivé? Du point de vue quantitatif, d'abord, on voit bien qu'à partir des années 1950, elle n'a plus, dans la société française, la même influence que celle qu'elle exerçait quelques décennies plus tôt. On le voit notamment dans le recrutement des séminaristes, dans les ordinations de prêtres, et même, désormais, dans l'assistance à la messe du dimanche, et même encore dans les déclarations d'appartenance à l'Église romaine. En 1872, pour vous donner un chiffre, 98% des Français se présentaient au nom de leur appartenance à l'Église catholique. 98% des Français. 1970, le chiffre est encore important, mais il a connu cependant une diminution. Nous nous situons alors à 75%. Vous voyez qu'en l'espace de quelques décennies, l'Église catholique a perdu le quart de ses soutiens. Si nous prolongions jusqu'à maintenant, je vous donnerai des chiffres tout à l'heure, la régression est encore beaucoup plus accentuée. Et puis, il y a un deuxième élément qui est très important et qu'on oublie très souvent. C'est que l'Église, dans les années 1960-1970, a changé théologiquement et qu'elle ne défend plus la même conception de la relation entre l'Église et l'État. Jusqu'à Pie XII, c'est-à-dire jusqu'à la fin des années 1950, l'Église se situe encore dans une perspective théologique qui est celle de l'État catholique. Une foi, une loi, une république. On n'ose plus dire un roi. Une foi, une loi, une république. Cette idée que la République, sans doute, est un régime légitime, mais qui doit construire sa propre configuration juridique à partir d'une reconnaissance tout à fait spéciale accordée à l'institution catholique. L'exemple type, c'est le Concordat espagnol de 1953, lorsque, par un traité conclu entre Pie XII et Franco, l'Église est déclarée par le Concordat être la religion de l'État espagnol. Vous voyez qu'à partir des années 1960-1970, nous ne sommes plus dans la même configuration. Et l'Église, par un texte fameux de 1965, dont probablement un certain nombre de colloques vont célébrer la promulgation, l'Église, dans ce texte fameux, affirme désormais qu'elle n'est plus attachée à l'État catholique et que la foi, désormais, doit relever du choix individuel de chaque citoyen sans être jamais subordonnée à la contrainte que pourrait faire subir aux citoyens
l'État qui se présenterait au nom d'une religion privilégiée. Nous en sommes là dans les années 1960-1970. Les choses ont donc changé, ce qui explique pourquoi la laïcité, n'ayant plus l'ennemi d'hier, se trouve en somme acceptée par la totalité de la population française, avec d'ailleurs, de la part des évêques, toute une série de prises de position qui vont dans le sens d'une acceptation de la loi de 1905. Monseigneur Marty, archevêque de Paris, le dit en 1969, Monseigneur Villeneuve le répétera en 1987, Monseigneur d'Agens en 1994 et encore en 1996, et Jean-Paul II lui-même interviendra dans une lettre fameuse du 11 février 2005 pour nous dire qu'après tout, la laïcité française est un bon régime. Imaginez que dans ce cadre-là, évidemment, la laïcité, faute de pouvoir s'appuyer sur une adversité, devient une croyance qui fait consensus dans la population globale. Alors de temps en temps, la gauche réintervient à propos d'une question partielle, la question scolaire, mais vous sentez bien que cette question étant traitée par l'échec des mobilisations laïques, bientôt, dans les années 1980, elle ne fait plus réellement débat. Que nous est-il arrivé ? Il nous est arrivé que le champ religieux, qui était pacifié, comme l'était le champ laïque dans les années 1960, 1970, 1980, va se trouver bouleversé dans les années 1990, 2000, 2010, 2020. Ce qui caractérise la société française, il faudra avoir le temps de le démontrer, c'est un double mouvement. La société française, d'un côté, est marquée sur le terrain religieux à partir des années 1980-1990 par une accentuation, une cristallisation, un approfondissement de la sécularisation. Il faudrait ici avoir le temps de donner quelques chiffres, mais on voit bien que le religieux, qui était encore une force cohésive dans les décennies précédentes, le religieux continue à perdre ses soutiens. Un seul chiffre. Le nombre des 100 religions était de 10% en 1960. Il est aujourd'hui de 58-60% suivant les enquêtes d'opinion. Avec, chez les jeunes, 65%, nous venons de faire une enquête sur cette question, 65% des jeunes de 18 à 30 ans qui se disent sans religion. Alors, voilà qui pourrait, d'une certaine manière, donner du baume au cœur au mouvement laïque en disant on n'a pas besoin finalement d'en réclamer davantage puisque la population accepte, à travers sa sécularisation, un modèle dans lequel Dieu, au fond, devient désormais une présence absente. Le problème, c'est qu'on ne peut pas analyser la scène religieuse contemporaine à partir du seul paradigme de la sécularisation. Et qu'il faut également repérer notre société comme étant un espace de contre-sécularisation ou de désécularisation. Toute une série de sociologues du religieux ont travaillé sur cette question et ils estiment que dans tous les mondes religieux, on assiste aujourd'hui, surtout d'ailleurs dans les jeunes générations, à des réaffirmations convictionnelles, à des réaffirmations confessionnelles qu'on n'attendait pas de la sorte dans un système qu'on croyait voué à la mort de Dieu. Les choses ne se sont pas passées de cette façon et l'on voit que sur le terrain des croyances, sur le terrain des pratiques et sur le terrain des normes, il existe aujourd'hui une sorte d'attraction religieuse de la population globale dans certaines de ces catégories, dans certains de ces segments, et notamment dans les populations les plus jeunes. Alors, il va sortir dans quelques jours un interview que j'ai donné au journal Le Monde. J'essaye de faire le point sur la... Alors, c'était... Non, c'est un autre.
C'est un autre. Ce matin, c'était une tribune sur les jeunes générations. Et dans 3, 4 jours, 5, 6 jours, ce sera une interview sur les convertis. Et vous verrez que, enfin, si vous avez le courage de lire cette interview, vous verrez que ce qui caractérise le monde des convertis, c'est que, alors qu'on fixe beaucoup la jeunesse musulmane, ce mouvement que je suis en train de décrire, de contre ou de désécularisation, touche l'ensemble des mondes religieux sur les 3 terrains que je disais à l'instant, les croyances, avec une adhésion très forte sur un problème qu'on croyait totalement oublié dans les années 60-70, qui est le problème des fins dernières. Est-ce que le paradis existe? Est-ce que l'enfer, ça a une réalité? Rappelez-vous, pour ceux qui ont l'âge de s'en souvenir, dans les années 60-70, c'était une question qu'on n'abordait plus. Ce qui comptait, c'était d'abord cette idée que l'Évangile nous demandait de vivre ici et maintenant. Et voici qu'aujourd'hui, la question de la mort redevient un point d'interrogation, un point de réflexion pour tous ces convertis, pour toute cette jeunesse aussi qui se retrouve dans les segments de la conversion que je disais à l'instant. Croyance, appartenance aussi, avec cette idée que la subjectivation religieuse ne se traduit pas par un éloignement vis-à-vis des institutions, mais que pour toute une jeunesse, il importe précisément de faire valoir des pratiques religieuses à l'intérieur d'institutions qui valident une certaine façon d'envisager Dieu, une certaine façon qui est très souvent traditionnelle. Et puis enfin, les normes. Comment se comporter dans l'existence? À quel commandement attacher sa propre vie? Et on s'aperçoit que très souvent, ça a été l'une des grandes surprises de l'enquête que j'ai menée récemment avec Charles Mercier, que de découvrir qu'il y avait aujourd'hui, en dépit de l'individualisation des conditions, une demande de normativité de la part de toute une partie, en particulier chez les jeunes, de toute une partie de la population française. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est bien sûr qu'on a affaire à un mouvement général de désécularisation, mais qu'en même temps, ce mouvement général de désécularisation, il touche de manière emblématique, peut-être superlative, en particulier la jeunesse musulmane. Et c'est ici qu'intervient le débat qui va surgir dans la population française avec cette idée que toute une partie de la population musulmane, les jeunes femmes en particulier, portent davantage qu'hier le voile, qu'ils ont les uns et les autres des pratiques plus affirmées du point de vue de la fréquentation de la mosquée, du point de vue de la prière, du point de vue du respect du ramadan et des commandements ou des obligations alimentaires, avec cette idée qu'en plus, il y a une normativité qui peut mettre cette jeunesse en discordance relative avec le libéralisme moral et culturel qui travaille aussi notre société sécularisée. Alors, tout le problème, c'est de savoir comment la société a réagi par rapport à cela. Elle a réagi en France, pour des motifs que je n'ai pas le temps d'exposer, de manière plus rapide et probablement plus offensive que dans le cadre d'autres sociétés, en particulier que dans le cadre des sociétés du nord de l'Europe. Il y a donc eu débat. Que faire de ces jeunes filles qui portent le voile? Que faire de cette jeunesse qui fréquente davantage la mosquée? Que faire de cette micro-jeunesse qui parfois se présente au nom de sa croyance pour déployer dans la société la violence sacrée de l'attentat? Autant de questions qui vont se poser à la société française, qui se sont posées aussi avec plus de retard dans d'autres sociétés européennes et qui vont appeler un débat philosophique dont Alain Policart, que j'aperçois ici, a rappelé les termes dans l'ouvrage qu'il vous a, je pense, présenté ce matin. Il y a eu une reconfiguration, en effet, des débats politico-philosophiques en lien avec la transformation des paysages religieux. Alors j'ai déjà dépassé, je vais vous dire simplement que...
comme je vois que vous êtes au deuxième point sur 3, là. Alors, je vous dis juste un mot sur le deuxième point, et puis ensuite, je vais en arriver au troisième. Le deuxième point, si vous voulez, c'est de vous dire qu'il y a plusieurs façons. Le deuxième point, c'est la reconfiguration, vous voyez, des débats politico-philosophiques. Il y a plusieurs façons de traiter cette question. Et la scène philosophique va s'emparer de la réalité sociologique que j'ai traitée tout à l'heure, à l'instant, de deux manières. Vous allez avoir une première modalité de traitement qui est dominante dans les années 1980-1990, de cette jeunesse qui affirme sa singularité culturelle, il faut accepter les revendications. Avec cette idée qu'une société libérale doit être une société d'ouverture à la tolérance, d'ouverture à la différence, pour deux motifs. D'une part, parce que le libéralisme suppose d'aller au-delà de la reconnaissance des droits civiques et civils, et que le libéralisme suppose aussi d'accepter les droits culturels. Cette quatrième génération des droits dont parlait le sociologue Thomas. Et puis, vous avez aussi, dans le cadre de cette réflexion, l'idée suivant laquelle l'affirmation des droits ne vient pas remettre en cause la cohésion sociale, mais au contraire vient favoriser l'intégration par le fait même que reconnaître chez l'autre la différence, c'est l'admettre dans le corps même de l'espace social, de l'espace civique, diminuer ses propres frustrations et lui permettre par cette reconnaissance de se sentir comme un véritable citoyen. Ce courant-là, il continue d'exister aujourd'hui encore. Et on évoquait tout à l'heure la vigie de la laïcité. Je pense que si on effectuait un sondage parmi les personnes qui ont adhéré à la vigie de la laïcité, c'est cette conception-là, libérale au fond du lien social, qui est à l'œuvre dans cette association, comme elle l'est, on en parlait tout à l'heure, majoritairement, pas exclusivement, au sein de la Ligue des droits de l'homme. Ça, c'est un premier élément. Et puis vous avez une deuxième école qui développe, qui déploie des arguments symétriquement opposés à ceux que je viens de dire. Droits de l'homme, non, nous dit Elisabeth Badinter. Ce sont les droits des tribus. Vous ne pouvez pas considérer que porter un voile, la relève de la liberté du sujet, c'est au contraire un acte d'aliénation dont il faut libérer celui ou celle qui le commet. Dévoilons donc les jeunes femmes, enlevons-leur ce tissu qui joue comme une prison textile pour les élever à un niveau supérieur à ce que Kant appelait l'âge de leur majorité, cette possibilité d'accéder enfin à la raison universelle. Et puis avec cette idée de surcroît que cette reconnaissance des droits culturels, cette reconnaissance des droits culturels ne permet pas du tout l'intégration sociale. Elle sépare, elle distingue, elle crée du communautarisme. Le mot apparaît significativement au milieu des années 90. Elle crée du séparatisme. Le mot apparaît significativement à la fin des années 1990. Et nous sommes confrontés là, non point à un modèle d'intégration sociale, mais en revanche, à un modèle de profonde dissociation, de désarticulation, qui met en péril une notion qu'on retrouve aussi dans les années 90-2000, qui met en péril notre identité nationale. Dans un premier temps, c'est la première école qui l'emporte. Dans un deuxième temps, c'est la deuxième école qui va l'emporter. Et on voit bien qu'à partir fin des années 90, début des années 2000, cette deuxième école se trouve soutenue par toute une partie de la classe politique, et pas seulement à l'extrême droite, pour faire valoir l'idée que l'identité nationale est un point particulièrement important de notre cohésion sociale qu'il faut défendre par toute une série de dispositifs juridiques. C'est le troisième point que je voudrais très rapidement maintenant
évoqué, mais qui sera probablement évoqué et cet après-midi et demain, cette idée qu'à partir des années 2000, sur le fondement d'une transformation des référentiels idéologiques que je disais à l'instant, cette idée qu'il faut lutter contre le communautarisme et affirmer contre les droits des tribus les véritables droits de l'homme et de la femme, sur ce fondement-là va se mettre en place un nouvel appareillage juridique permettant d'intégrer les différences dans un universel désormais cristallisé, désormais substantialisé. Alors, je voudrais vous donner simplement la succession de 3 ou 4 lois sans en expliquer les termes. Loi de 2004 sur les signes religieux à l'école. Loi de 2010, dissimulation du visage dans l'espace public. Loi de 2016, dite loi sur la modernisation du travail. Possibilité offerte aux chefs d'entreprise d'imposer la neutralité religieuse à l'intérieur de leurs espaces productifs. Loi de 2018, loi Gattel, qui vient limiter les possibilités de création d'écoles hors contrat, avec des surveillances accrues de l'administration sur les dispositifs scolaires. Et enfin, couronnement du dispositif, la loi de 2021, du 24 août 2021, initialement appelée loi sur le séparatisme, visant à conforter le respect des principes de la République. Alors, ces lois, elles sont tout à fait significatives par le fait que, premièrement, elles viennent accentuer, étendre l'impératif de neutralité à des populations et à des espaces qui n'étaient pas concernés en 1905. En 1905, la neutralité ne s'imposait qu'aux fonctionnaires dans l'exercice de leur métier. Si je reprenais les 4 ou 5 lois que je viens de vous citer, vous vous apercevriez que dans toute une série d'espaces sociaux, désormais, il est nécessaire de taire son appartenance, parce que cette appartenance vient déchirer le corps social au lieu de l'unifier. Et puis le second point, c'est qu'on s'aperçoit en lisant les textes que je viens de dire, et en particulier la loi de 2021, qu'il y a lié à ces lois une formule de réduction du champ des libertés publiques, liberté d'association, liberté d'éducation, liberté aussi des collectivités locales. Hélas, je n'ai pas le temps de le démontrer, sauf à vous dire que s'il y a une transformation, c'est parce que fondamentalement, nous sommes en train de changer le concept d'ordre public. Briand prenait la parole dans les débats de 1905 en disant « L'ordre public, c'est très clair, c'est la salubrité, la tranquillité, la sécurité ». Nous définissons maintenant l'ordre public autrement. Bien sûr, les 3 points que je viens de dire demeurent. Mais ce qui apparaît surtout, c'est que l'ordre public se trouve défini par toute une série de valeurs qui nous permettent, contre les principes ou à côté des principes de la République, de faire cohésion. Des valeurs qui se trouvent résumées dans cette formule, dont vous verrez tout à la fois la lourdeur et l'imprécision. L'ordre public, c'est désormais le fait d'obéir aux exigences minimales de la vie en société. Exigences minimales de la vie en société, vous voyez que tout comportement qui viendrait mettre en péril ces exigences-là pourrait être considéré comme anti-laïque, porteuse de difficultés pour la cohésion sociale que nous essayons aujourd'hui de réaffirmer dans un moment tout à la fois de mouvement et d'incertitude. Je vous remercie. Merci à vous.